Madame, Messieurs, merci d'être avec nous pour ce deuxième numéro de votre émission, une émission spéciale consacrée à l'élection des gouverneurs à travers la République démocratique du Congo. Vous savez tout ce qui s'est dit autour des gouverneurs, des candidats gouverneurs. On veut définir le profil. Quel gouverneur pour nos provinces? Parce que vous savez que les provinces de la RDC sont des mini-pays. S'ils sont arrivés, si on les gère bien, cela peut booster le développement de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre qu'on se propose à partir d'il y a maintenant 2 semaines ou 1 semaine de vous proposer une série d'émissions qui va parler de tout cela, des profils, des différentes difficultés que rencontrent les citoyens congolais à l'intérieur du pays. Quel gouverneur pour nos provinces pour booster le développement de la RDC. Alors ce soir, nous allons recevoir Norbert Yamba Yamba. Bonsoir et bienvenue. Merci bien, merci pour l'invitation. Cadre de l'UDPS, candidat député national à Lomela dans le Sankuru, candidat malheureux. Bien entendu. Vous avez fait appel à la Cour, vous avez introduit un recours à la Cour constitutionnelle où vous estimez que c'est... Vous acceptez sportivement? C'est un passe-temps. Non, je ne peux pas accepter sportivement parce que je sais que la réalité, les résultats des îles ne reflètent pas véritablement la réalité. Il y a une programmation, une stratégie malveillante du FCC de pouvoir construire des alliances stratégiques avec la CNI et qui véritablement a abouti à des résultats que nous ne pouvons pas véritablement accepter aujourd'hui. Mais bon, écoutez, passer son temps à faire des recours, etc., dans un environnement politique et juridique pollué, moi je pense que c'est prendre intimement son temps. J'ai autre chose à faire. Je ne suis pas dans la logique jusqu'au boutiste. Et bien voilà, donc celui qui est arrivé arrive et bien on verra le reste. Alors, mais vous êtes, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui parce que vous étiez candidat à Lomela, nous sommes là dans le Sankuru et aujourd'hui le Sankuru fait parler d'elle, pas en bien. Hein. Le Sankuru aujourd'hui, quand on parle du Sankuru, on voit les troubles des morts. Il y a eu 2 morts récemment. Vous qui avez une base là-bas, c'est quoi le feedback? Qu'est-ce qui justifie cette instabilité, cette tension dans cette partie du pays ces derniers temps? Vous savez, on a passé beaucoup de temps dans notre pays depuis que l'AFDL est au pouvoir. Je ne voudrais vraiment pas parler du régime Mobutu, dont on connaît qu'il a existé une dictature perfectionnée, etc. et que la correction devait être apportée par la filière AFDL, mais malheureusement, tel n'est pas le cas. La situation s'est véritablement empirée, elle est très très grave, j'allais dire gravissime, simplement parce que les animateurs, j'allais dire les acteurs de ce régime se comportent parfois de manière, j'allais dire irresponsable, mais je le retire. Au point où ce qui compte, ce n'est pas véritablement l'intérêt de notre peuple, ce n'est pas vraiment le développement de la République, ce n'est pas vraiment la lutte contre la pauvreté, mais comment chacun peut sauvegarder ses intérêts, comment chacun peut s'enrichir, comment chacun peut se maintenir au pouvoir, etc. Et c'est comme ça que, après les élections de 2006, il s'est créé, n'est-ce pas, un sentiment, n'est-ce pas, d'impunité et qui a poussé ce que nous pouvons considérer comme le leader, les pseudo-leaders politisés, de prendre des dispositions dans le sens d'organiser des milices. Chaque leader organise des milices et ces milices doivent le défendre et neutraliser ses adversaires. Et ça s'est véritablement manifesté, en plus forte raison, en 2011. Que ce soit à Lodja, à Lomela, moins remarquable à Kolé, Lusambo, Katako, etc. Mais en fait, le lieu de prédilection par rapport à ce genre de comportement, c'était Lodja et c'était Lomela. Et donc, ces milices sont derrière naturellement les leaders. C'est comme ça que vous entendez quand vous êtes par exemple de l'opposition, on s'amène pour vous corriger. Quand vous êtes contre ceci, on s'amène pour vous corriger, etc. Il y a eu des maisons incendiées, il y a eu des personnes qui sont mortes, etc. Alors en 2011, et ça s'est ressenti de cette manière-là, malheureusement au Sankuru, il a existé ce que nous appelons déjà de la majorité présidentielle. L'opposition était complètement brimée au point où... Elle n'existe même pas pour certains. Hein, l'opposition est quasi inexistante dans la majorité. Je suis là. Une opposition crédible. 10%, 9% sur certains disent ça. Non.
Ça veut dire, en fait, ces gens de la majorité présidentielle ont imposé un climat tel qu'un climat de terreur. D'abord, ils vont distiller des propos malveillants dans la perspective d'opposer les tribus, parce qu'on est tous dans le quartier oriental, et on va vous dire que tel qui a tué Lumumba, tel, un discours populiste pour véritablement enfermer, mettre dans une cage toute une population dans la perspective de pouvoir se faire élire, élire leur leader et continuer véritablement à gérer le Sankuru sans le transformer, sans véritablement le développer. Et donc ces milices ont évolué. Il y en a ceux qui, avec leurs milices locales, sont moins professionnelles, il fallait chercher les renforts. D'autres milices, parfois on trouve ce que nous appelons les Alanga et les Bambole dans le territoire d'Opala et dans le Maniema, dans le Kailo. Ces-là sont venus à Lomela, au service d'un leader, renforçant véritablement la milice locale. À Lodja, pratiquement la même situation, avec une certaine évolution. L'évolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand quelqu'un est dans son terroir, dans ce territoire par exemple, et il a son secteur. Les secteurs, ce sont des entités qu'on connaît, qui regroupent les groupements. Il est dans son secteur. On fait les élections, personne ne peut fouler le pied. Et là, s'il a la machine pour tourner, faire le bourrage, il le fait gentiment. Ils n'ont même pas fait véritablement la propagande. Et chacun se trouve avec... Et chez nous, à Lomela, on l'a fait aussi. Donc les leaders prédilection du FCC, en fait, qui ont pris le pays comme le leur, qui l'ont pris en otage jusqu'à ces jours, etc., ils se sont comportés de cette manière-là. Donc, et ils transportent les policiers, ils transportent les hommes armés et doublés de la milice. Et ils sont là, alors maintenant, ils ont comme préoccupation de diviser les gens. Donc brièvement, ce que vous essayez de nous dire, c'est que cette situation est récurrente dans cette partie du pays et que ça n'a rien à voir avec l'élection du gouverneur de son... Non, c'est une crise qui est en incubation, qui a été fermentée par le leader politique et qui veulent à tout prix diriger et soumettre la province dans un régime disciplinaire rigoureux. Et ces leaders veulent à tout prix, lorsqu'il manque quelque chose en Kinshasa, il se replie chez lui et il veut véritablement s'imposer et il a des outils d'imposition. La milice personnelle, locale, formée, qu'on donne des fétiches. Ces gens-là sont agrémentés, n'est-ce pas, par ces fétiches où ils sont incontrôlés, incontrôlables. Et lorsque on parle des jeunes drogués, des drogués, jeunes... enivrés, et avec des fétiches aussi malveillants. Et quand ils ne se battent pas, ils doivent poser des actes incontrôlés. Et ces ministres-là existent. Et donc, ce sont ces gens-là, depuis 2011, sont très opérationnels. Pose la question. Même à Lodja, chaque leader avait son secteur. Et il a utilisé son secteur comme il attend. On l'a vu, heureusement, moins ressenti à Lomela, parce qu'il n'y avait qu'un seul, c'est dire chez Ferry, où on ne pouvait pas toucher parce que c'est là qu'il se trouve Kingakati. Et donc, on ne peut pas véritablement y toucher, on ne peut pas faire la propagande là-bas, parce que c'est le président miniature qui se retrouve véritablement là. Donc, vous êtes en train de nous dire actuellement, dans la province du Sankuru, le grand problème, c'est le communautarisme. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à mettre face au communautarisme, la province de Sankuru ne va pas se développer. Non, la province de Sankuru doit se développer, mais il faut avoir un leader qui véritablement a une vision globale de développement, un leader qui a la capacité de transformer, mais d'impliquer tout le monde autour d'un idéal commun. Il n'y a même pas de communautarisme chez nous, parce qu'en fait, ce sont les tétés là. Voilà, et il y en a des politiciens qui en profitent pour amplifier, à y mettre du climat en disant savane et forêt. Or, forêt, c'est une forêt, savane, c'est un espace géographique. Il n'y a pas véritablement de conflits communautaires. Ce sont véritablement les leaders politiques, pour avoir la force de repli, pour tromper la vigilance, n'est-ce pas, des autres. Il vient vers sa communauté pour dire, si nous ne marchons pas, si nous ne réussissons pas, ça cause de telle ou telle tribu. Et c'est justement par rapport à ça que les gens un peu naïfs, se trouvant dans la résignation, sont embarqués dans une situation où ils ne sont pas capables véritablement de connaître les tenants et les aboutissants. Donc, ce sont les leaders politiques. Aujourd'hui, il n'y a pas un problème entre l'opposition et la majorité. Mais plutôt entre les communautés, quand même. Bien entendu, on en profite
on en profite pour téléguider, robotiser, imbéciliser, instrumentaliser les différentes communautés au service des leaders de prédilection qui véritablement sont irresponsables parce qu'ils n'ont rien foutu. Il faut aller au Sankuru pour comprendre que la pauvreté se manifeste. Au milieu de cette instrumentalisation, quel gouverneur pour le Sankuru? C'est d'ailleurs ça la thématique de notre émission, c'est-à-dire le profil de ce gouverneur, il faut que ça change, il faut y mettre un terme. Mais qui pour mettre un terme à cette guéguerre, à cette tension qui est devenue récurrente dans cette partie du pays? Eh bien écoute, sincèrement j'aime bien dire les choses, c'est très clair. Aujourd'hui, il y a 2 ou 3 territoires qui posent problème. Il y a les territoires de l'Odja. Et il y a les territoires de l'Ubefou, des Katako, en fait qui sont en opposition permanente. Et les leaders qui sont du FCC, ces leaders se retrouvent véritablement dans ces 3 territoires. C'est eux qui croient qu'ils ont été choisis par Dieu pour gérer le Sankuru. En dehors d'eux, il n'y a personne d'autre. Et donc, c'est dans ces 3 territoires qu'on retrouve véritablement cette mauvaise répartition géographique qui est fondée sur les intérêts intéristes politiques et politiciens. Et c'est justement à ce niveau-là que les gens se font appeler savane et les gens se font appeler forêt. Et donc, le leader qui va venir, si l'on veut construire véritablement le calme, la sérénité et le développement du Sankuru aujourd'hui, il faut savoir mettre au frigo ce qui pose problème aujourd'hui, ce qui ont donné sur la place publique un argumentaire qui n'est pas concordant avec la réalité. Vous aimez vous assumer, pourquoi vous ne le dites pas? Qui est-ce qui pose problème dans le Sankuru aujourd'hui, qui doit être impérativement... Vous avez suivi les matchs qui ont été liés à Lusambo, qui ont été liés à Nkole, etc. On vous dit très clairement que s'il y a eu tel événement, telle année, etc., c'est tel ou tel leader politique qui a actionné naturellement la chose, etc. Et c'est tel leader politique qui oppose les gens des mêmes coins, des mêmes origines, etc. Et donc, avec tout ce qu'on a entendu en termes de choix de gouverneur, vous avez suivi comment la base s'est prononcée par rapport à cette question. C'est pas moi à vous le dire, mais la base s'est exprimée. Et plusieurs déclarations qui ont eu lieu démontrent très clairement qu'il y a des gens qui n'ont pas été acceptés pour poser leur candidature, même si nous sommes en démocratie. Mais justement, c'est ça un peu le paradoxe de cette situation, surtout dans le Sankuru. L'élection du gouverneur est une élection indirecte. Ce sont des grands électeurs qui élisent. On se demande que vient faire la base. La base, mais écoute, la base, ces grands électeurs représentent la base. ils ont été élus par la base. Et ils ne vont pas faire confiance aux grands électeurs justement pour qu'ils ne puissent pas faire confiance à celui qui les estime qu'elle estime que non, et il n'est pas à la hauteur. Madame Odia, la démocratie représentative aujourd'hui a montré ses limites, et même presque démodé. On vote des représentants, mais qui peuvent ne pas être en concordance avec les intérêts de leur population. Et aujourd'hui, à travers la démocratie... Parce que cette personne-là a le droit de se représenter. C'est aussi ça l'état de droit. Bien entendu. Il se présentait comme candidat gouverneur. Il ne faut pas qu'on se leurre. Là, on cite quand même le ministre Mende. Moi, je le cite pour ne pas vous obliger à le faire. On le cite comme parmi les instigateurs, d'autres citent le vice-premier ministre Ché, dans un cas ou dans un autre, pour l'instant c'est le ministre Mende. N'a-t-il, oui ou non, le droit de se présenter? Il a le droit de se présenter, de poser sa candidature. Et c'est tout à fait normal. Mais je pense que c'est mon aîné, c'est un grand frère pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et de considération. C'était d'ailleurs mon idole à son temps. Il me semble que les actes, l'expérience, en tout cas, démontre pratiquement tout le contraire de ce que j'ai pensé de lui. Vous savez, il a des qualités, il a des capacités, etc. Il a des défauts. Il a des défauts, etc. Mais il doit comprendre. Il doit comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, parce que hier, il a envoyé son homme de paille comme gouverneur. Et jusqu'au preuve du contraire, c'est son homme qui est gouverneur de province du Sankuru. J'aurais aimé qu'il fasse véritablement l'évaluation. J'aurais aimé qu'il analyse ce qu'a été la performance de avant de postuler comme candidat. Bien entendu. Parce qu'en réalité, on ne peut pas donner l'impression qu'on a le pouvoir et la capacité de contrôler la province. Mais encore qu'il faut être capable véritablement de changer cette province. Mais aujourd'hui, à l'analyse véritablement de ce qu'a été la performance réalisée par son homme de paille, il me semble que c'est décevant. Alors maintenant, on y est.
de faire une bonne analyse et de se dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, étant donné qu'il y a des réactions des uns des autres, les gens estiment qu'il y a eu trop de conflits qui ont eu lieu au Sankourou. Et ces conflits ont été véritablement téléguidés, robotisés, instrumentalisés. Et son nom ressort de plus en plus autour des personnes qui véritablement ont cette responsabilité. Je pense que le bon sens, je pense qu'au-delà véritablement de la démocratie, il aurait pu comprendre pour dire que maintenant plus que jamais, étant donné que le Sankourou est encore dans une situation d'enclavement, le Sankourou c'est la province la plus reculée aujourd'hui et qui a besoin véritablement du calme, de la sérénité pour susciter l'intérêt des investisseurs. Maintenant, lorsqu'il y a des bruits, parce qu'effectivement, quand il arrive, déjà, il y a des marches, il y a des manifestations aujourd'hui. Mais alors, même s'il a le pouvoir, parce que nous faisons la démocratie, et ce sont des grands électeurs, encore que les grands électeurs ont été programmés dans la perspective, effectivement, d'élire la personne de prédilection. On parlera de ces grands électeurs, on parle quand même, pour certains, la problématique, la personne même du ministre Mende poserait problème. Vous estimez qu'il faut quoi qu'il se retire pour que la paix revienne? Moi, je le conseillerais en tant que jeune frère, qu'il aime bien, qu'on ne peut pas vouloir avoir la renommée au travers des conflits. Je connais que dans la ville, il y a des gens qui se sont distingués pour qu'on parle de lui. Il faut qu'il crée des problèmes. En fait, on les retrouve les gens parmi les musiciens. Je crois que si ça arrive du côté politicien, on sait que les politiciens, lorsqu'ils ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence, il y a prolifération des liens criminogènes. Ça, c'est les criminologues qui le disent. Et nous disons que pour permettre à ce que le Sankourou puisse être oxygéné et donner la possibilité à cette province qui connaît la pauvreté la plus abjecte aujourd'hui, il y a moyen d'avoir des personnes qui peuvent poser moins de tensions, moins de conflits. Mais qui vont par exemple, parce qu'on est dans le profil aussi, ou dans les noms carrément, on a dit, pour vous, Mende n'est pas la bonne personne pour baisser la tension, pour reconstruire le Sankourou. Mais à part Mende, quels sont les autres candidats que vous estimez qui sont à même de veiller à booster le développement de cette partie? Vous savez, en 2013, lorsqu'il s'agissait de choisir les candidats, les gens du Sankourou se sont réunis. Nous avons été tous invités à aller dans un hôtel de la place pour qu'on présente, n'est-ce pas, l'offre politique qui peut pousser le Sankourou à bouger dans 6 mois. Et je dois vous avouer qu'à l'époque, j'étais aussi appelé pour présenter la même chose. Parce qu'effectivement, j'ai la compétence qui dépasse les frontières nationales. Et je suis appelé dans plusieurs pays. J'ai fait 65 pays pour apprendre. Vous n'êtes pas candidat. Eh bien, écoute, je ne suis pas candidat, mais je suis en train de vous relater l'histoire. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation-là. Alors, je veux dire, vous avez l'expertise, mais j'ai l'expertise, j'ai la compétence, j'ai le profil, le background. Mais j'ai le carnet d'adresse aussi. Je n'ai pas de problème avec les gens. Je suis du territoire qui a moins de problèmes, qui ne s'oppose pas aux autres. Pourquoi vous n'êtes pas candidat? Eh bien, écoute, mais je vous relate ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, au Sankourou, les gens se sont organisés au sein du FCC pour prendre la province. Et ils ont mis en place les responsables de la CNI, essentiellement des hommes de paille, etc., les neveux, les femmes, des sessions, des clientèles, des clients, etc. Et donc, à l'époque, l'unanimité a été ressortie, du moins pour le Sankourou dans son ensemble, pour qu'on essaye avec moi. Parce que j'ai un carnet d'adresses. J'ai travaillé directeur général pendant plusieurs années dans le cadre de la coopération belge. J'ai travaillé directeur général dans le cadre de la coopération américaine. J'ai travaillé avec la Banque mondiale plus de 15 ans. Mais actuellement, pourquoi ce n'est pas le cas? Moi, je suis conscient de votre carnet d'adresses, mais pourquoi vous n'êtes pas candidat là-bas? Je ne suis pas candidat. J'ai voulu véritablement postuler. Mais vous savez qu'actuellement, les députés ont été programmés dans la perspective de pouvoir donner libre cours, n'est-ce pas, à certaines personnes, notamment ceux qui aujourd'hui sont des leaders de prédilection au sein du FCC. Donc, l'UDPS, mon parti, l'UDPS, mon parti, nous nous sommes battus pour que nous puissions gagner au niveau des provinciales, etc. Mais la programmation, parce qu'il y a eu proclamation avant véritablement les dépouillements, et donc, ça a donné libre cours au FCC qui a fait sa programmation. Et combien de députés provinciaux là-bas, au cas? Zéro. Et nous avons cru que, pour l'honneur, parce que même son Excellence Mende le sait, je suis son jeune frère, mais il sait que parmi les jeunes frères charismatiques qui ont la compétence et la puissance du savoir et le sens de bien faire, je suis parmi ceux-là. Et s'ils aimaient le Sankourou,
par question d'intérêt. Ils auraient pu, ne serait-ce que faire une coalition qui nous donne la possibilité véritablement d'aller. Là, il ne faut pas qu'on se leurre, le FCC est en coalition avec l'UDPS, Cash notamment. Est-ce que vous avez essayé de parler de ça, l'UDPS ou Cash a essayé de tenter de... J'ai même rempli les formulaires. Mais vous voyez la résistance, vous voyez l'entêtement. La collaboration FCC-Cash n'a pas bien marché du côté Sankoro. Peut-être du côté Sankoro, ça pose encore problème, étant donné la résistance de ceux qui sont censés être des leaders du FCC et qui pensent que la province leur appartient, le pays leur appartient, et que le pays doit être pris en otage, et que personne ne peut venir, même si on a les qualités pour le transformer, etc. Et ça, c'est le danger que nous avons, et ça se répercute à différents niveaux d'atterrissage. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est vraiment vous, en fait, l'UDPS qui est dans cet engrenage-là, parce que vous êtes en coalition avec vos partenaires qui ont du mal à vous laisser diriger certaines provinces, alors que vous en avez les compétences et les moyens. C'est que voilà, l'UDPS ou Cash n'a vraiment pas la... Je regrette beaucoup pour ma province. Je suis consultant sur ces questions de décentralisation. Je fais les 25 provinces plus la ville de Kinshasa. La seule province que j'ai vue problématique par excellence, c'est notre province. C'est vrai que les autres en souffrent, ça c'est évident, on aura le temps d'en parler. Mais je croyais sincèrement, avec mon carnet d'adresses, avec mon savoir additionnel par rapport à cette question précise, etc., j'aurais pu donner le meilleur de moi-même pour sortir de la cage cette province. Malheureusement, les politiques ont leur raison non résonante, mais quand cela ne tienne, la démocratie oblige, je ne peux pas non plus m'engager dans une Sans direction... le parti, est-ce que vous avez reçu le soutien de votre parti dans cette démarche quand vous avez... Peut-être que, juste à preuve du contraire, le parti aussi part de principe. Il faut éviter les débauchages, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut coaliser avec. Et lorsqu'il y a résistance, et donc on ne peut pas faire autrement. Mais moi je croyais que les Sankorois auraient pu, sincèrement, se mettre d'accord autour de l'unanimité par rapport à certaines personnes, par rapport à leurs profits, par rapport à leurs banques. Au-delà de l'aspect politique. Au-delà des clivages politiques, encore qu'il n'y a pas de clivage dans ce pays, parce qu'il est en travail sur base de l'intérêt. Mais écoutez, les Sankoro, on les laisse à qui finalement? On les laisse à des personnes qui ont travaillé pendant 18 ans, 17 ans, et qui visiblement, pas de traces, pas de route, pas d'école. Le ministre Mende à Lodja, il y a quand même des traces des actions de Mende en tant que particulier. Et il peut étendre ça dans les autres 5 territoires de Sankoro. Écoutez, madame, vous avez affaire à un expert international sur des questions de développement. Et ils le savent. L'État, ça veut dire quoi? Construire une maison pour toi, c'est une bonne chose. Il y a des routes, on a des enclaves. Des routes où? À Lodja, il peut transposer l'expérience de Lodja dans les 5 autres territoires. Bon, écoutez, ça risque d'être un problème personnel. Non. Et si le vieux voudrait le devenir, il faut qu'il dégonfle ses intentions, il faut qu'il dégonfle, qu'il dédramatise sa vision de croire qu'il a déjà fait quelque chose, sinon alors, il n'a pas les yeux pour voir. Moi, j'étais là. Il y a 2 écoles emblématiques chez nous. À Lodja, l'Institut Saint-Augustin, qui est un collège... Et il y a aussi une université, du ministre Mende, l'université technologique avec la BVR. Attention, il ne faut pas vous fier aux dénominations. Il y a une université qui peut être une université. Je crois, et je salue l'abbé Véron qui se bat à longueur de journée, un gars qui a des grandes capacités d'initiative, etc. Mais il n'a pas les moyens pour faire le meilleur, de lui. Et donc, moi je pense qu'effectivement, ce sont des actions, ce sont des initiatives, il faut y aller, mais encore qu'aujourd'hui, on a besoin que cette université soit construite, on a besoin que les écoles soient construites. Je m'excuse beaucoup. J'ai fait la distance de 215 km, Lodja, Lomela. J'ai vu en cours de route une seule école. Une seule école, 215 km, autant de groupements, une seule école construite, et par un projet de la banque, prise. Vous voyez, une seule école, à Denga. J'arrive à Lomela. Tout ce que vous entendez, tel est proche du chef de l'État, tel a de l'argent, millionnaire, milliardaire, etc. Tout un territoire de 26 000 km² à la dimension du Rwanda. Et j'ai contrôlé 4 écoles seulement. 4 écoles. Mais le projet de la banque, s'il vous plaît, et des projets qui ont été véritablement guidés à l'époque de Matata par l'entremise véritablement du ministère du Plan. Vous voyez, et eux, ils ont fait quoi? Allez vérifier à Lodja, allez vérifier à Lomela, allez vérifier, au moins à Katako.
je vois le Tondo là s'est battu un peu parce que la question de l'hôpital, les gens viennent et font des migrations, mais écoutez, quand vous quittez 200-300 km pour venir dans un hôpital, où les gens ne sont pas permanents sur place, etc., il faut les entendre 3 mois après. Donc on se rend compte que le défi pour relever les Sankoro sont tellement énormes. Parlons un peu de ces grands électeurs qui font parler d'eux également en mal, très mal, parce qu'aujourd'hui, tous, on ne parle que de ça, que de la corruption qui gangrène ces grands électeurs qui, en l'occurrence ici pour l'élection des gouverneurs, sont des députés provinciaux. Comment remédier à ça? Tout le monde entend parler de ça, d'autres se retirent pour dénoncer cette corruption, mais rien, pas de procès, pas de personnes interpellées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ça? La société, comme vous le voyez, doit fonctionner dans un système de surveillance mutuelle. C'est comme ça que vous voyez des institutions. Chaque institution vient résoudre un problème de société. Je suis désolé, l'environnement politique et juridique est grave. Ne permet pas véritablement de faire booster la République. D'abord, on a mis en place la CNI. La CNI est devenue une institution véritablement au service d'un groupe, notamment le FCC. Et la plupart des gens qui ont été élus députés. Qui sont aujourd'hui vos partenaires, hein? Donc c'est bon, vous êtes tous dans le même lot. Le FCC cache... bon, mais là, on en parle à la même dose de moralité. Je suis désolé. Hein. Mais, okay. Et par rapport à ça, je m'excuse beaucoup, mais c'est comme ça. Et puis bon, tous ces députés-là, au Sankoro, personne ne peut te dire qu'il a été élu de lui-même. Les leaders de prédilection du FCC, qui ont des accointances avec la CNI, et qui se sont organisés pour planifier la désignation véritablement de l'air, de manière à pousser au choix des hommes et des femmes, qui sont aujourd'hui des députés. Chaque député répond à un leader politique. C'est comme ça que vous voyez même les administrateurs du territoire. Donc ils n'ont pas de les conscience. Quelle conscience? Tout ce qui se passe au Sankoro. Vous avez entendu les députés se mettre ensemble pour dire voilà notre déclaration par rapport à ce qui se passe au Sankoro. Vous avez déjà entendu, mais ce sont des représentants du peuple. Jusqu'à preuve du contraire, on attend. Ils disent quoi? Ils vont s'exprimer dans les urnes, ils ne peuvent pas faire des déclarations. Non, travail, attention, mais vous écoutez à Béni, vous écoutez dans les Nord Kivu, comment les gens se battent au regard véritablement de leur espace géographique, en se disant que par rapport à ça, voilà ce que nous pensons, de manière à influencer positivement le gouvernement de la République à prendre des décisions correspondantes. Mais ils sont là, ils sont en train de s'endormir, parce que personne ne peut ouvrir sa bouche. Et on vous dira par le leader, toi tu ouvres la bouche, tu as été élu, mais c'est moi qui ai mis ton nom là-bas, non? Et alors, il ne faut pas oser. Et tout le monde attend. Que pense le leader? Ils sont robotisés de cette manière-là, je suis désolé. Je suis désolé. Et d'ailleurs, ces gens-là, ils vont faire 5 ans. Ils ne vont rien faire. La préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas véritablement de voter du budget, d'analyser les programmes. Et d'ailleurs, on venait d'avoir un gouverneur. On a eu des députés. Qu'est-ce que... Même pas une toilette publique. Même pas une toilette publique. On va très bientôt terminer cette émission. Vous avez dit pour le Méndé, non, c'est hypothétique, il ne peut pas être candidat. Vous-même, vous dites non, vous n'avez pas pu être candidat. Parmi ceux qui restent, qui selon vous allez, un bon profil, un bon projet pour le développement du Sankoro? Parce que, comme on le sait, la CENI a déjà publié la liste définitive, on ne peut plus faire marche arrière, en tout cas. Qui parmi vous présente un bon profil et un bon projet pour le Sankoro? La déclaration qui a été faite par l'UDPS Sankoro avait demandé au président de la République de prendre les responsabilités pour que, en prévision de cette crise en incubation qui peut à tout moment exploser, on a vu des étincelles au regard des marches et des manifestations qui ont été organisées, avec tout ce qu'il y a eu comme blessés, morts d'hommes, etc. On aurait souhaité, sincèrement, au grand mot grand remède, que la CNI puisse s'ouvrir pour donner la possibilité aux autres Sankorois de postuler ou de compétir. Cette demande... Vous estimez que les candidatures qui sont là ne sont pas assez confiantes? Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux, à part son Excellence Lambert Mende. Il y a un autre qui est venu de l'Europe, je ne le connais pas, etc. Mais qui s'en va. Attention, vous risquez aussi de tomber sur une personne que vous ne connaissez pas, on n'a pas l'offre politique, et puis bon, il vient comme ça, et il est élu. Comme Macron, les Français le regrettent aujourd'hui. Voilà. Donc, on est dans cette situation-là,
où il y a un problème qui fait, un personnage qui fait problème, encore qu'il a le temps véritablement de se corriger, de s'évaluer sur le miroir pour dire qu'est-ce qu'on me reproche, qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'on me reproche. Quand il conclut pour dire, écoutez, ce sont mes collègues du FCC, là, il ne comprend pas, il ne se fait pas véritablement une auto-évaluation. Aujourd'hui, on a besoin, il a des qualités, monsieur, il a des qualités, pourquoi pas. Mais le grand problème, c'est que les Sankourois ont besoin de vivre ensemble. Les Sankourois ont de l'amour, il n'y a pas un problème communautaire. Les Sankourois ont les mêmes problèmes. On a besoin d'un leader qui amène des propositions, qui amène des solutions. Et dans les différentes candidatures qu'il y a jusque-là, il n'y a aucun leader qui répond à tous ces critères-là. Non, mais là, non, mais je dis, je ne connais pas l'autre, ils viennent d'arriver. Il faut faire aussi l'expérience sur le terrain. Donc la seule solution pour vous, et ça sera le mot de la fin, c'est rouvrir, demander à la CENI de rouvrir les listes pour permettre... Il endossera la responsabilité devant l'histoire et les générations futures. Mais ça se demandait aussi pourquoi les autres n'avaient pas postulé. Bon, voilà, donc... Est-ce qu'ils le feront si la CENI rouvre les listes? C'est une question stratégique. La CENI a déplacé la date d'élection du 23 au 30. Et lorsque les gens vont mourir, les gens meurent, la CENI ne peut pas prendre une décision qui relève véritablement d'un espace très réduit. Là, il endosse la responsabilité parce qu'il joue la complotation. Et nous croyons, nous, Sankourois, qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin, sincèrement, qu'on ouvre pour que les autres arrivent. Et ça va faire, il faut donner aussi Lambert Mene aussi l'opportunité d'aller se faire élire. Encore que bon, on regarde un peu ce qu'il est, ce qu'il a représenté, quelles sont ses valeurs intrinsèques, et toute analyse faite, pourquoi pas. Mais croyez-moi, il y a un blocage au niveau de l'Assemblée provinciale parce que ce sont des robots qui peuvent être robotisés et faire le choix de leur leader de prédilection. Je vous remercie d'avoir été. C'est moi qui vous remercie, madame. On va vraiment tout au long de ce mois, parce que l'élection du gouverneur, je crois, est prévue le 26 mars prochain, si je ne me trompe pas, à moins que la CENI ne repousse. On va suivre cela de près. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cette émission consacrée à l'élection des gouverneurs dans nos différentes provinces. Aujourd'hui, on a parlé de la province de Sankoro. Demain et après-demain, on reviendra certainement sur une autre province de notre pays. On se dit au revoir et bonsoir chez vous.